8h16, merci de votre fidélité et c'est tout de suite la chronique du 13 novembre 2015. Nous avons le plaisir de retrouver Michel Zerbib, notre chroniqueur et journaliste de la rédaction. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Michel, je le rappelle, vous suivez bien sûr le procès du 13 novembre 2015 et ça y est, le temps des témoignages a commencé au palais de justice. Jusqu'à vendredi, les parties civiles des terrasses défileront à la barre. La Cour a choisi de les entendre de façon chronologique en suivant le déroulé des attaques. Les parties civiles du bar Le Carillon, du Petit Cambodge, de la Bonne Bière, de la Casa Nostra, de la Belle Équipe et enfin du comptoir Voltaire. Exactement. Et d'abord rappeler comme indicateur du poids des parties civiles dans ce procès, le président de la Cour, Jean-Louis Périès, a choisi de dédier donc pas moins de 5 semaines au témoignage des blessés et proches des 130 victimes assassinées le 13 novembre. Il faut savoir, Ilana, que le président a prévu d'entendre 12 à 15 parties civiles par jour, sachant bien sûr que personne ne va avoir le même temps de parole, pas de temps imparti bien sûr. On ne pourrait pas dire à des témoins que leur témoignage serait plus long en fonction de la gravité de ce qu'elle rapporte. Alors aujourd'hui, alors que les témoignages ont commencé donc pour plusieurs semaines, vous venez de le dire, on peut se poser la question de ce que peuvent entendre les témoins, les survivants de ces massacres, de cette confrontation directe avec les accusés. D'abord dire l'importance de ces témoignages dans le cadre de la solennité de la Cour, car depuis les attentats de novembre, la presse bien sûr a largement donné des informations sur l'enquête, diffusé des témoignages et une couverture mondiale des événements qui nous donne peut-être l'impression de connaître beaucoup de choses déjà, mais ce moment de procès fondamental et surtout du côté des parties civiles, qu'elles soient victimes directes ou proches. Ici, la violence de l'attentat s'invite à la Cour par la voix des vivants et cela va dépasser tous les exposés théoriques qu'on a entendus depuis le début, je dirais par expérience, le procès Meral, Hypercacher. L'attente des témoins est toujours très complexe, parfois paradoxale et sera finalement toujours déçue. Alors, les premières confrontations ont eu lieu hier avec Abdeslam notamment, et les témoins et les survivants que le président aussi doit calmer malheureusement. Oui, il doit calmer, notamment, t'as fait le lâche, frère. C'est un rescapé du Stade de France, puisqu'on parlait hier du Stade de France, le premier attentat, qui a donc interpellé Salah Abdeslam, le terroriste. C'est Vladimir qui dînait à la terrasse du McDonald's avec sa compagne ce vendredi 13 novembre. Ce père de famille était aux premières loges lorsque le dernier kamikaze du Stade de France a actionné son gilet explosif. Sa compagne de l'époque, son ex, malheureusement, dit-il, est gravement blessée. Elle a failli être amputée. Psychologiquement, ça ne va pas. Physiquement, je ne vous en parle pas. Et d'ailleurs, Vladimir porte ce traumatisme toujours intact. Et c'est à ce moment-là qu'il a regardé droit dans les yeux Salah Abdeslam, le terroriste. T'as fait le lâche, frère. Tu l'as pas gardé, ta ceinture sur toi. Tu l'as pas gardé. Le président est intervenu pour qu'il n'y ait pas de débordement et d'affrontement direct. Ouais, c'est sûr. Alors des témoins qui se succèdent à la barre, disant tous l'horreur, donc l'impossibilité aussi de passer à autre chose, puisque ça reste un traumatisme. Alors on s'arrête aussi pour finir aujourd'hui sur un témoin qui a réprimandé le terroriste en se disant petit-fils d'une grand-mère rescapée de la Shoah. Xavier, c'est son nom, parle d'Abdeslam, qui n'est rien d'autre pour lui qu'une petite racaille. Oui, son ami d'ailleurs a été fusillé de 7 balles dans le corps sur la terrasse du Carillon. Boum, 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 a crié d'un seul coup le rescapé à la Cour qui a surpris justement l'auditoire. 7 balles, ça fait ça. Il faudra 4 jours, dit-il, pour qu'on reconstitue son corps en bouchant les trous avec de la cire, a dit Xavier, le rescapé, qui a démarré ensuite la lecture d'un texte de plusieurs pages dans lequel il écrit en colère la douleur d'avoir été victime d'un attentat islamiste pour... Justement, on le disait, le petit-fils d'une grand-mère qui a fui la Shoah, Salah Abdeslam, n'est rien d'autre qu'une petite racaille. Il nous fait croire qu'il est un guerrier. Il n'est rien de tout ça. Moi, j'ai vu son frère tuer des gamines de 20 ans sans défense, a-t-il déclaré à la barre en regardant toujours justement Salah Abdeslam, le terroriste islamiste en l'occurrence. Et il termine, s'il reste un peu de vie, d'honneur dans ce pays, n'ouvrez jamais la porte au dialogue avec ce cancer qu'est l'islamisme, a dit encore Xavier, droit dans les yeux avec Salah Abdeslam. Il faut dire que le Daeshien, on pourrait l'appeler comme ça, le Daeshien, Ilana, n'a pas bronché. Les avocats des parties civiles auraient bien aimé l'entendre, mais le président a refusé, arguant que l'accusé s'était déjà exprimé à plusieurs reprises. Et il va donc écouter 2 autres ensuite témoignages qui appelaient à la vengeance. Des témoignages en tout cas très forts. Merci Michel Zerbib pour toutes ces informations. Le procès reprendra aujourd'hui à 12h30 avec les témoignages des parties civiles du bar Le Petit Cambodge, la Bonne Bière, Casa Nostra et puis la Belle Équipe à demain.